Dans cet épisode de Mythbusters, Super. Adam et Jamie doivent recueillir des données. Je suis dingue de chiffres. D'après le mythe qui les intéresse, lors d'une explosion sous-marine, Boum. on a plus de chances de survivre en s'allongeant sur le dos. Ça monte super haut. Puis, Voilà le gang. Carrie, Tori et Grant s'intéressent à une armure antique. Je l'ai senti passer. La théorie farfelue selon laquelle une armure en papier T'aurais pas pu me trouver une paire de ciseaux géantes? protège aussi bien qu'une armure en acier Cette arme a l'air très dangereuse. va-t-elle se confirmer? Qui sont les Mythbusters? Adam Savage Vas-y, je suis prêt. Ça va être le chaos. et Jamie Heineman. Détends-toi, ça va pas faire mal. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Carrie Byron, On va bien s'amuser. Tori Bellecci On a survécu. et Grant Imahara. Démarre la voiture! Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Écoute-moi ça. Quand des plongeurs de la marine se trouvent dans l'eau lorsqu'une grenade ou une bombe sous-marine est sur le point d'exploser, ils ont pour instruction de s'allonger sur le dos à la surface afin de mieux se protéger. A priori, c'est plus sûr que de nager sur place à la verticale. C'est intriguant. J'aurais pas cru que ça changerait quelque chose. Exactement, et c'est pour ça que je pense qu'on devrait faire ce test. Je suis partant. On commence par quoi? On n'a qu'à d'abord reproduire une onde de choc sous-marine ici à l'atelier. On pourra récolter des données et voir si ce mythe se confirme. Ok, ça devrait pas être trop compliqué. D'accord. Il va nous falloir 3 choses. Un bassin rempli d'eau, une explosion et un dispositif pour mesurer l'onde de choc. Voilà notre bassin. Il fait 4,50 m de haut et peut contenir 600 kg d'eau. On va placer 4 capteurs à ondes à l'intérieur, puis je tirerai en plein milieu du bassin. Ce tir créera une onde de choc qui se propagera dans tout le bassin. Si l'onde de choc sous-marine se propage de la même façon, quelle que soit la profondeur, les capteurs B et C devraient nous communiquer les mêmes données puisqu'ils se trouvent à équidistance de la source de l'onde de choc. Si au contraire, la force de l'onde de choc sous-marine varie en fonction de la profondeur, les deux capteurs ne devraient pas mesurer la même force. Et c'est là que ça deviendra intéressant. Le bassin que va construire Jamie est déjà très intéressant. Il va nous falloir un bassin très haut et très étroit. J'ai décidé d'essayer une nouvelle technique pour construire ce bassin. Je vais utiliser du vinyle très épais. Bon, ça devrait marcher. Pour le savoir, ils doivent tout d'abord mettre ce bassin épais et flexible debout C'est bon, et le remplir d'eau. Encore 15 cm. c'est parti! Dans quelques minutes, on va remplir ce tube de 600 kg d'eau. Va-t-il tenir le coup? Ça ne fuit pas. Enfin, j'espère. Jamie l'espère aussi. Rien ne les ferait plus que de rater une expérience. J'ai très peur. Arrête de tirer dessus. Le bassin a résisté. Ils peuvent donc tenter d'y ajouter un ingrédient explosif. Voici l'arme qui va produire l'onde de choc lors de ce test à échelle réduite. C'est un Magnum 357. Je vais le modifier pour pouvoir tirer à distance et sous l'eau. Vas-y, Carrie, dis-nous tout. J'aimerais qu'on s'intéresse à un mythe historique que j'adore. En Chine, dans l'Antiquité et jusque dans les années 1800, certaines armées fabriquaient des armures en papier. Trop cool. J'aurais jamais cru qu'une armure pouvait être faite en papier. Ce mythe me plaît. Et elles les protégeaient aussi bien qu'une armure en acier. Quoi? Aussi bien qu'une armure en acier? J'aimerais bien voir ça. C'est pour ça qu'on va le mettre à l'épreuve. Au cours de l'histoire, la science des matériaux a toujours permis de créer des armures de plus en plus perfectionnées. Mais les Chinois ont-ils vraiment fabriqué une armure en papier aussi résistante qu'une armure en acier de la même époque? Pour le savoir, Carrie, Tori et Grant vont faire des recherches, puis fabriquer une armure.
Je vais d'abord faire des recherches et parler à un spécialiste pour savoir si cette armure en papier a vraiment existé et connaître son équivalent en acier. Quand on pense armure en acier, on pense plutôt à ce genre d'armure. Mais si ça se trouve, c'est très différent d'une armure chinoise antique. Il va falloir qu'on trouve une armure en acier antique et qu'on en construise une en papier. Ensuite, on fera quelques tests pour comparer les deux. J'ai hâte qu'on s'y mette. Pour confirmer ce mythe, je me suis rendue dans la Napa Valley pour discuter avec Greg Martin. Vous vivez dans un musée? Ce sont tous mes jouets. Greg est un expert en armes et armures antiques. J'espère qu'il pourra m'aider. Il nous apprend tout d'abord que notre armure en papier a bel et bien existé. L'armure en papier date de la dynastie Tang, en l'an 1600 avant Jésus-Christ. Les Chinois ont inventé le papier, cela paraît donc logique qu'ils aient également développé cette armure. Comment construisaient-ils ces armures en papier? Il s'agissait d'armures lamellaires. On utilisait des lamelles de papier carré et on les reliait une par une pour pouvoir recouvrir le corps entier. Comment étaient les armures en acier de cette époque? Très similaires. Elles étaient aussi formées de couches et les lamelles étaient toutes reliées entre elles plutôt qu'en un seul morceau pour former une armure recouvrant tout le corps. On utilisait bel et bien des armures lamellaires en papier dans la Chine antique. Il existe encore des plans des procédés de fabrication, mais ces armures étaient-elles aussi résistantes que celles en acier? Cet incroyable mythe laisse l'équipe perplexe, mais il reste une raison d'y croire. Cette idée d'armure en papier semble complètement saugrenue, mais c'est en fait un principe similaire à celui du Kevlar. Le Kevlar est un assemblage très fin de fibres pouvant ralentir un projectile. Il absorbe l'énergie du projectile et ces fibres s'étirent pour l'arrêter. Le papier fonctionne de la même façon. Il est constitué de couches flexibles. D'après nos sources, les Chinois utilisaient du papier washi. Vous avez vu toutes ces fibres? C'est un papier très solide. Les Chinois empilaient plusieurs couches de papier pour pouvoir arrêter les flèches. D'après un document, ils recouvraient le papier de résine, de gomme laque ou de colle. Mais d'après un autre, ils le recouvraient de coton qu'ils cousaient par-dessus. On va tester tous ces procédés pour trouver le plus solide. Une fois qu'on aura fini, on comparera nos deux armures pour savoir laquelle protège le mieux. Voilà ce qu'on va utiliser pour tester nos échantillons d'armure. Aïe! Cette pointe est reliée à un cylindre pneumatique. Ça, c'est de la résine balistique. On va placer notre échantillon ici, puis actionner le cylindre comme ça. On verra alors quel échantillon est le plus résistant. Et on l'utilisera pour fabriquer notre armure finale. Test du papier plié recouvert de coton. L'équipe va comparer plusieurs procédés de fabrication d'époque. Ça alors? Ça n'a pas traversé. Et choisir celui qui s'opposera à l'acier. Test du papier recouvert de colle au baquet. D'après leurs recherches, peu importe de quoi ils sont recouverts, chaque carré de papier doit faire 2,5 cm d'épaisseur. La laque l'a rendu plus friable, la pointe a traversé. Même si la gomme laque, une résine organique, semble être une arme efficace, C'est collé. la pointe du cylindre a traversé tous les carrés qui en sont enduits. Test du papier plié. Ça alors? Ça a marché. C'est le plus simple qui a le mieux résisté. On dirait que le papier s'écarte et absorbe toute l'énergie. Maintenant qu'on sait que le papier plié est la structure idéale, on va pouvoir la comparer à l'acier. On va opposer ces deux matériaux à des armes antiques. Tout d'abord, à une masse ou une matraque, puis à une épée, et enfin à des flèches. Ainsi, on saura lequel est le plus résistant. Nos trois Mythbusters doivent résoudre un mystère antique chinois. Une armure en papier peut-elle vraiment être aussi solide qu'une armure en acier? Cette armure en papier a une structure lamellaire.
Elle est constituée de nombreuses petites plaques reliées les unes aux autres et formant des rangs. Ces plaques pouvaient être en tissu, en métal ou comme ici en papier. Cette armure avait l'avantage d'être incroyablement flexible. Elle était également légère, peu coûteuse et d'après certains aussi résistante que de l'acier. On l'a utilisée jusqu'au 19e siècle. Parmi tous les procédés de fabrication qu'ils ont testés, les Mythbusters ont découvert que de simples carrés pliés formaient la structure la plus solide. C'est vraiment celui qui résiste le mieux. On va opposer le papier et l'acier à différentes armes. Si le bloc d'argile situé sous le papier subit à peu près les mêmes dégâts dans les deux cas, on passera alors à un test grandeur nature avec des armures complètes. On a fait des recherches pour déterminer l'épaisseur de notre armure lamellaire. Apparemment, les carrés en acier faisaient 1 mm d'épaisseur et ceux en papier environ 1,3 cm d'épaisseur, soit l'équivalent de 28 feuilles de papier. Avant de commencer, Grant apporte notre célèbre bras mécanique dont la vitesse de frappe de 200 km/h correspond précisément à celle d'un homme. Il ne manque que la première arme. Et voici notre objet contondant. Ça. Il s'agit d'une reproduction d'une arme chinoise antique appelée Chui. Ça devrait faire pas mal de dégâts. J'espère. Notre masse va tout d'abord frapper l'acier, matériau que notre armure en papier légendaire doit égaler. Test dans 3, 2, 1... Il s'en est bien sorti. L'argile n'a en effet qu'un petit creux superficiel. Passons au test de comparaison. Voyons comment va s'en sortir l'armure en papier. C'est parti pour le deuxième test. Oh, ça n'a pas l'air terrible. Ça devait être douloureux. En observant bien cette attaque sous tous les angles, ce mythe semble très loin de se confirmer. Oh, je préférerais porter de l'acier. Ouais. L'acier remporte cette manche. Ouais. Le papier a encore 2 chances de prouver qu'il peut faire une armure efficace. Je me suis entaillé le sourcil. Commençons par l'épée. Cette arme a l'air très dangereuse. Pour information, voyons comment l'argile supporte un coup d'épée sans protection. Aïe! Ça fait au moins 2,5 cm. Passons à l'acier implacable. 3, 2, 1... En touchant l'armure, l'épée a formé un creux dans l'argile, mais ne l'a pas fissurée. Le soldat n'aurait pas été blessé. On va reproduire ce test avec notre papier et voir comment résiste l'argile. Le résultat est impressionnant. Il y a très peu de dégâts. Le papier a fait aussi bien que l'acier et a empêché l'argile cette fois-ci protégée de se fissurer. Ça n'a découpé que 2 ou 3 couches. C'est dingue! Ce papier, comme armure, Je sais, ça pourrait marcher. C'est super. je suis impressionnée. Testons la troisième et dernière arme, l'arc. L'acier est le premier à affronter les flèches. Oh, ça a rebondi. C'était génial! Voyons si c'est profond. Pas vraiment. Ça fait moins d'1 centimètre. Le papier a une dernière chance de prouver sa valeur. 3, 2, 1. Et non, ne soyez pas si sceptiques. La flèche a traversé, mais malgré tout, le papier a mieux protégé l'argile que l'acier. C'est dingue! Le trou est plus profond qu'avec l'armure en acier. C'est prouvé. Le papier et l'acier se valent plus ou moins. L'expérience peut continuer. Quand j'ai entendu parler de cette armure en papier, j'ai trouvé ça ridicule. Mais en fait, ça se présente bien. J'ai hâte de continuer. On va fabriquer une armure en papier et tester sa résistance. Faut-il vraiment s'allonger sur le dos si l'on ne veut pas être blessé lors d'une explosion sous-marine? Afin d'en savoir plus, Adam et Jamie vont créer une onde de choc sous-marine et la mesurer à différentes profondeurs.
Ça y est, j'ai fini mon pistolet télécommandé déclencheur d'onde de choc. Il ne tirera qu'à blanc, vu que j'ai installé un dispositif qui permettra de disperser l'onde de choc à équidistance vers le haut et vers le bas. Je l'ai fixé au bout d'une gaffe pour pouvoir modifier sa hauteur. J'ai inséré une balle à blanc, le pistolet est chargé. Je vais pouvoir le tirer à distance et ainsi créer l'onde de choc nécessaire pour notre test. 4 capteurs de pression maintenus en place par des aimants vont mesurer l'onde de choc partant de la balle à blanc. Et je le pose. Ça marche! Les 2 paires de capteurs sont situés à équidistance de l'explosion centrale. Ils donneront à l'équipe des données en kilopascal. Ça devrait être bon. Que va nous apprendre ce bassin après ce test? Va-t-on obtenir une plus grande pression ici que là? J'ai hâte de le savoir. La pression s'élève déjà à 29 kPa ici et à 14 kPa ici. Et c'est dû au seul poids de l'eau. On se croirait dans Mission Impossible. L'explosion va forcément augmenter la pression de l'eau. Mais est-ce que cela voudra dire qu'on peut survivre à une explosion en s'allongeant sur le dos, mais pas en nageant sur place? Ça m'étonnerait. On sait que plus on est loin d'une explosion, plus l'onde de choc aura de chances de se dissiper. Et plus on sera en sécurité. On y est presque. On veut savoir si la pression de l'explosion varie en fonction de la profondeur. Est-ce que l'onde de choc est plus violente en profondeur? C'est parfait. Est-ce que plus on est proche de la surface, plus l'onde de choc est faible et plus on est en sécurité? Vous voulez mon avis? Je pense qu'il n'y aura pas grande différence. Nos 2 Mythbusters sont sceptiques. Mais la science est une discipline qui demande des preuves. Voici l'explosion sous-marine. Test à échelle réduite. J'espère que je ne vais pas être trempé. 3, 2, 1... Super. Les capteurs ont enregistré des résultats et le bassin a tenu le coup. Mais en y regardant de plus près, les chiffres ne sont pas clairs. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Eh bien, ce n'est pas très précis, mais les chiffres sont intéressants. Malheureusement, les parois du bassin sont trop proches de l'explosion. Cela affecte les ondes de pression et crée des interférences qui perturbent les chiffres que nous espérions trouver. Ces interférences sont dues aux ondes de choc qui rebondissent à l'intérieur du bassin étroit. C'est toujours pareil? Il est donc difficile de déterminer l'onde de pression maximale de chaque capteur. On va recommencer. Après 3 explosions, ils ont assez de données pour distinguer une constante. Ça fonctionne à merveille. Écoutez-moi tous très attentivement. Le moment que vous attendiez est arrivé. On va interpréter ces chiffres. Si ce mythe est vrai, si la force de l'onde de choc augmente en fonction de la profondeur, les capteurs au fond du bassin devraient nous communiquer des chiffres plus élevés que les capteurs en surface situés à équidistance. Et c'est le cas ici. Dans nos 3 tests, les chiffres du capteur numéro 3 sont plus élevés que ceux du capteur numéro 2. Et ceux du capteur numéro 4 sont plus élevés que ceux du capteur numéro 1. Cela signifie qu'à échelle réduite, tout du moins, ce mythe se confirme. Notre armure en papier a du potentiel. Il est temps de faire un test grandeur nature. On va fabriquer une armure en papier et l'opposer à celle en acier au cours d'épreuves. J'ai hâte. On va porter les armures à tour de rôle et tester la vitesse, l'adresse et l'endurance. Et on organisera une bataille finale pour opposer les 2 armures. Mais on ne les portera pas. Choisis un chiffre. C'est parti pour cet incroyable test grandeur nature. T'es un gros nul. Ils vont fabriquer une armure en papier. Plus que 850. Et se faire livrer une vraie armure en acier. Pour mettre notre armure en papier à l'épreuve, on va l'opposer à une armure en métal de la même époque. Comme c'est une armure très difficile à fabriquer, on l'a commandée auprès d'un armurier en Ukraine. Et je suis prêt à me battre. À qui le tour? J'anime aussi des fêtes. Pendant ce temps, Tori assemble l'armure en papier. Il se base sur ses dessins antiques et sur la réplique d'armure d'époque que porte Grant. Les écailles de cette armure en acier sont percées et reliées par des lanières en cuir.
Elles se chevauchent pour qu'il n'y ait pas d'ouverture. Il va falloir qu'on fasse la même chose avec notre papier. On doit percer chaque écaille, les faire se chevaucher et les relier à l'aide de cordons en coton. Voilà ce que j'ai déjà fait. Comme vous pouvez le voir, j'ai juste ce qu'il faut pour protéger l'essentiel. Il me reste beaucoup à faire si je veux que mon armure me protège entièrement. Fabriquer la toute dernière armure en papier à la mode n'est pas une mince affaire. L'atelier de nos Mythbusters bat donc son plein. Après une semaine de dur labeur, ils ont cousu des centaines de plaques lamellaires pour former leur armure. Nos Mythbusters vont enfin pouvoir commencer la course d'obstacles. Pour l'instant, d'après nos tests, le papier et l'acier sont au coude à coude. Mais on va enfin pouvoir mettre nos armures à l'épreuve. On va les opposer et tester plusieurs qualités requises lors d'un combat. La vitesse, l'adresse et l'endurance. Mon dos! Voici la première épreuve de ces Jeux Olympiques en armure, le sprint de 45 mètres avec épée. Tu n'aurais pas pu me trouver une paire de ciseaux géantes. Et n'oublions pas l'armure, protection indispensable de cette saison. C'est parti! À vos marques! Prêt? Voyons comment je m'en sors. Ces 8 secondes serviront de temps de référence. Le papier est visiblement plus épais, mais l'acier, lui, est 2 fois plus lourd. Pendant ce temps, Tori cherche à se venger de querelles passées, mais n'arrive pas à toucher Grant. T'appelles ça un coup de pied? C'est parti. On va laisser Grant se reposer entre les épreuves pour que les tests soient équitables. Comme ça, il sera en pleine forme pour la prochaine course. Ça me rappelle un peu les aventuriers de l'Arche perdue. Comme je le dis toujours, il faut pouvoir faire face à toute situation. À vos marques, prêt, feu, partez! Je suis très surpris de courir presque aussi vite avec les 2 armures. Il n'y a qu'une seconde de différence. L'armure en papier est plus épaisse et contraignante, mais c'en est un peu mieux sorti. Cependant, on ne peut tirer aucune conclusion pour l'instant. C'est parti pour le deuxième test. Pour la partie endurance de ce test, je vais courir dans ces collines pendant 1,5 km et rejoindre l'autre côté de cette douve. J'essaierai alors de me hisser à une corde et de traverser l'étendue d'eau. Voici le parcours. Partez. Voyons comment s'en sort le papier. Je sais pas si j'aurai assez de force une fois en haut. Cette armure de presque 15 kilos ne facilite pas les choses. L'armure ne m'a pas gêné pour courir. Par contre, c'est un peu étrange d'avoir autant de volume sur soi. Je suis Thor, du clan du papier. La corde, par contre, j'ai plus l'âge de faire ça. Je pensais y arriver. Mais à mi-parcours, mes jambes m'ont lâché. Et après ça... Tu peux remonter? Vas-y. Je savais que j'allais tomber. C'est gelé! Et mais... Bien dit. En effet, le papier et l'eau ne font pas toujours bon ménage. Heureusement, l'armure va pouvoir sécher pendant la nuit, mais sa structure sera-t-elle toujours aussi solide pour le prochain test? Justement, Tori va revêtir l'armure en acier demain et tenter de faire mieux que 12 minutes. Vous avez pas chauffé l'eau? On va rentrer et te sécher. D'accord. On habite par ici. Bien. On en est où? Nos données ne sont pas très précises, mais semblent quand même aller dans le sens de notre mythe. Les ondes de choc semblent augmenter en fonction de la profondeur de l'eau. Oui, mais je ne fais pas confiance à ces données. Il y avait trop d'interférences. On devrait faire des tests grandeur nature. Dans un lac de carrière? Pourquoi pas? D'accord. Toi, tu connais toutes les ficelles de la télé. Allez, au travail. Nous voici dans l'un de nos endroits préférés, le lac de carrière artificiel 232 à Yoné, en Californie. Il n'y a pas un seul être vivant dans ce lac, car le pH de l'eau est trop élevé. On ne tuera donc aucun poisson avec nos explosifs. C'est génial, hein? On pose nos points de données? Ouais. Et c'est parti.
Pendant que Adam et Jamie installent des ancres et des bouées de position, découvrons comment ils vont déclencher leur TNT. Pour mettre ce mythe à l'épreuve, on va déclencher plusieurs explosions à 4,50 m sous l'eau et les mesurer à l'aide de capteurs disposés à différentes profondeurs. Ce rivage appartient désormais à Miss Buster et surtout à la science. Pour que nos calculs soient précis, on doit pouvoir localiser les explosifs et les capteurs disposés les uns par rapport aux autres. Pourquoi tu l'as lâché? Je pensais pas que c'était aussi lourd. Il va nous falloir beaucoup de cordes et d'encre. La bouée pour notre réseau de capteurs est en place. Ce réseau, constitué de capteurs de position posés à 5 profondeurs différentes, sera installé à 3 endroits du site de l'explosion. Ce réseau de 15 points de données nous permettra de savoir comment survivre à une explosion sous-marine. Une fois l'installation terminée, l'équipe de démineurs arrive. Dès qu'on utilise des explosifs, on fait appel à des professionnels. Voici Frank Doyle, ancien agent spécial du FBI et l'équipe de démineurs du comté de Calaveras. De son côté, Adam se concentre sur son mât porteur de capteurs pour recueillir des données. Voici mon mât porteur et ces 5 appareils sont mes capteurs. Dans quelques minutes, je vais tous les relier, les mettre dans l'eau et ainsi créer le plus grand réseau de données scientifiques qu'on ait jamais construit et utilisé dans cette émission. Et il n'exagère pas. 5 capteurs de pression reliés à une installation flottante seront disposés à 5 profondeurs différentes et reliés à un poste de commande centralisé. Voyons quelles seront les constantes et les variables de cette expérience. Pour rester constant, on ne va utiliser que du TNT. On va en utiliser 4,5 kg, soit 5 charges comme celle-ci, et on les installera à 4,50 m sous l'eau, là où l'explosion aura lieu. Boum! Les capteurs seront aussi un élément constant. On va les installer à 5 profondeurs différentes, à la surface et sous l'eau. Et ce seront les mêmes pour tous les tests. Je me sens déjà plus en sécurité. En revanche, il n'y a qu'une seule variable, la distance entre le réseau de capteurs et l'explosion. On commencera à 45 mètres, puis on se rapprochera de plus en plus en enregistrant les données des capteurs lors de chaque explosion. Ça fonctionne à merveille. Mais comment utiliser nos capteurs pour représenter un corps allongé sur le dos et un corps nageant sur place? Voilà ce qu'on va faire. On a déterminé que le tronc d'une personne allongée sur le dos se trouve à une profondeur d'environ 15 cm et que celui d'une personne nageant sur place est à une profondeur d'environ 60 cm. Pourquoi le tronc, me direz-vous? C'est la partie du corps humain où il y a le plus d'air. C'est donc là qu'on va installer nos capteurs. Ce détail quelque peu sinistre a son importance. Lors d'une explosion, les blessures surviennent lorsque l'onde de choc traverse les cavités d'air interne, les poumons ou les intestins par exemple. C'est pourquoi on s'intéresse à la profondeur à laquelle se trouve le tronc. 4,5 kg de charge sous-marine. Tout est prêt. Ouais, il ne reste plus que l'explosion. Tori est prêt, détendu, mais pas très sexy. Grâce à cette armure, aucune flèche ne va me toucher, et aucune fille non plus. Allez, Tori, tu peux le faire! Vas-y! Tori va-t-il réussir à faire mieux que les 12 minutes enregistrées avec son armure de papier? Il porte 27 kilos d'acier, et s'il tombe à l'eau, il se retrouvera à 2 mètres de profondeur. C'est plus lourd. Tombe pas à l'eau! Les effets de la pesanteur, t'arriveras pas de l'autre côté. Je vais pas réussir. Tori a mis 5 minutes de plus pour terminer le parcours. Des soldats progressant à pied et portant des armures en acier seraient manifestement désavantagés. Le papier remporte donc cette manche. Voici l'épreuve d'adresse, la dernière de ces Jeux Olympiques en armure. Carrie va parcourir la course d'obstacles à la fois en armure d'acier et de papier. Ok, on y va. 3, 2, 1. Go, go, go! Lève bien les pieds! Plus haut! Le papier a déjà l'avantage face au premier obstacle. La différence de poids y est clairement pour quelque chose. À mi-parcours, la Carrie en papier a déjà pris beaucoup d'avance. Vas-y, Carrie. Allez, go, go, go! Même si le papier ralentit Carrie lorsqu'elle rampe, Oula, elle a du mal dans le sable.
L'acier l'empêche pratiquement d'avancer. J'avance pas. Cela résume bien le reste de la course d'adresse. Le papier a beau la gêner, le poids de l'acier la ralentit complètement. Mais Tu ressembles à un tatou. Cette armure te ralentit plus qu'elle ne te protège. Beau boulot. Après les 3 premières épreuves des Jeux Olympiques en armure, le résultat est sans appel. Le papier surpasse l'acier. passons au vrai test, la bataille finale. On va utiliser des armes antiques et voir si l'armure en papier l'emporte de nouveau. Je vais vous montrer notre installation. Au milieu du lac, 4,5 kg d'explosifs sont attachés à une bouée et flottent à 4,50 m sous l'eau. Belle installation. Super. Notre mât porteur et ses 5 capteurs détecteurs d'ondes de choc se trouvent à 45 mètres des explosifs. Un des capteurs est à la surface et les 4 autres sont situés aux profondeurs suivantes. Celui situé à 15 cm sous l'eau représente quelqu'un allongé sur le dos à la surface. Et celui à 60 cm, quelqu'un qui nage sur place. Il y a également un capteur à 4,50 m sous l'eau, au niveau des explosifs, et un autre à 7,50 m sous l'eau. Chaque explosion fera bouger les capteurs. Ils convertiront ce mouvement en énergie électrique qui sera transmise sous forme de données à travers ces câbles. Ces données atteindront ensuite l'appareil dont s'occupe David Harding et il en étudiera les chiffres. Après 3 explosions, on obtiendra 15 points de données et avec un peu de chance, la réponse à nos questions. Normalement, on déclenche une explosion, on vérifie les données, on déclenche une autre explosion, on revérifie les données, etc. On va pouvoir commencer. Aujourd'hui, on ne va pas faire ça. On va déclencher les 3 explosions si possible dans un temps très limité. Ça va exploser! Et ce pour 2 raisons. Premièrement, pour que les conditions d'explosion soient similaires et qu'on obtienne ainsi des données plus fiables. Ça va exploser! Deuxièmement, on risque d'obtenir des chiffres très proches. Et on ne pourra donc connaître la vérité qu'en comparant ceux des 3 explosions. La première phase de notre collecte de données commence. C'est la première explosion de la journée. À 45 mètres. Dans 3, 2, 1. Trop bien. Ça a fait un sacré boucan! Je m'attendais pas à une telle explosion. On pourrait la diviser en 3 moments. Boum, boum, boum! C'était trop cool. Les images au ralenti ne font que renforcer cette impression. Ça alors, c'est magnifique. Je suis toujours surpris de la vitesse à laquelle se propagent les ondes de choc. Ouais, c'est terminé avant qu'on ait eu le temps de voir quoi que ce soit. On croit qu'il s'agit de l'explosion, mais ce ne sont que les retombées. La première explosion était parfaite. D'après David, les capteurs nous ont communiqué des données fiables. Mais on ne va pas s'y intéresser tout de suite. On va déclencher la deuxième explosion à 20 mètres. Ça devrait être bon. Tout est prêt pour obtenir des données supplémentaires grâce à une explosion déclenchée à 20 mètres des capteurs. Explosion dans 3, 2, 1. Ça monte super haut! Allons regarder ça au ralenti. Que se passe-t-il vraiment lors d'une explosion sous-marine? Bon sang! L'explosion crée une bulle de gaz qui se propage très rapidement et pousse l'eau devant elle, créant ainsi une onde de pression. C'est cette onde qui nous intéresse. C'est elle qui est très dangereuse. Mais survit-on en fonction de la profondeur à laquelle on se trouve? C'est vraiment génial! Magnifique! Pour le savoir, il nous faut plus de données. Et la 3e et dernière explosion va nous aider à les obtenir. D'après David, on a des données fiables grâce aux 2 premières explosions. Prêt pour la dernière? Ouais, j'installe tout. D'accord. Aussi incroyable que cela puisse paraître, l'armure en papier tient tête à son équivalent en acier. Mais elle doit encore affronter le peloton d'exécution. Bon boulot. Maintenant que nos 2 armures ont réussi l'épreuve d'adresse, il est temps de voir si elles peuvent résister à une attaque grandeur nature. Et pour cela, on va utiliser des mannequins. Ressaisis-toi, ça va devenir dangereux.
On va enfiler nos armures sur ces mannequins, puis les attaquer de toutes nos forces avec des épées, des flèches et même un pistolet antique. Ainsi, on saura enfin si notre armure en papier est aussi résistante que celle en acier. En plus de notre trio de barbares armés, l'armure en papier va devoir affronter un adversaire très dangereux. Une seconde douche venant cette fois-ci des cieux, ou plus précisément de la condensation de la vapeur d'eau atmosphérique. Ça aurait été sympa de faire cette expérience sous le soleil. Mais peu importe le temps, la bataille aura bien lieu. La pluie risque en effet d'abîmer le papier et d'avantager l'acier. Mais ce test se fait en conditions réelles. Pour prouver sa résistance, l'armure en papier devra supporter une petite averse. On est prêt. On va commencer avec l'arc et tirer des barrages de flèches. Que le barrage commence. Carrie, Tori et Grant tirent sur les deux armures à 6 mètres d'eux. Et même s'il a été trempé et ramolli, le papier protège notre mannequin aussi bien que l'acier. Ça a marché. J'en reviens pas! C'est fou! Ouais. Ça a tenu! L'armure en papier arrête les flèches. Aucune n'a réussi à traverser. Cette armure n'a pas l'air aussi résistante que celle en acier, mais elle protège bien des coups. Passons à l'épée. Je vais taillader, planter, corcher et tout faire pour estropier ces mannequins. Vas-y de toutes tes forces. Carrie entaille ses adversaires. Les poignarde. Je l'ai senti passer. Et elle laisse peu à peu exploser toute sa rage. Je n'aurais jamais pensé faire de tels bruits lors d'une attaque. J'avais pas l'intention de pousser tous ces cris. Tu règles des comptes? Je vais rapporter un de ces mannequins chez moi. C'est un très bon moyen de se défouler. Qu'en est-il maintenant de nos mannequins et de notre mythe? J'ai découpé quelques couches, mais je n'ai pas réussi à toucher le mannequin. Super. Wow. L'armure en papier résiste. Face à une flèche ou à n'importe quel coup d'épée, une écaille de papier encore intacte est aussi solide que le métal. Tori remarque cependant que l'acier l'emporte dans un domaine. Pour l'instant, l'armure en papier arrête aussi bien les coups d'épée que l'armure en acier. Mais après des attaques répétées, elle commence à se décomposer. L'armure en acier semble bien plus solide. Arme suivante! Avec l'arrivée de la poudre à canon, le moment est venu de dire adieu au papier. Greg, pour notre expérience, on a besoin d'une arme à feu datant de la même période que l'armure en papier. Une idée? L'armure en papier a été utilisée jusqu'au 19e siècle. J'ai donc choisi une arme du 18e siècle. C'est un pistolet à silex français datant de 1750. Allez, on y va. L'acier va affronter le pistolet en premier, Joli tir. suivi de son adversaire en fibre. C'est parti. 3, 2, 1. Voyons maintenant le résultat. Alors, ça a traversé? Même pas? L'armure en papier a arrêté la balle, tout comme l'armure en acier. Elles ont toutes les deux résisté au pistolet. Le papier et l'acier sont de nouveau à égalité. Il va donc falloir avancer dans le temps pour les départager. On va utiliser une arme du 19e siècle. Ce Colt 45 a une énergie initiale de 1600 joules. Voilà qui devrait mettre notre armure en papier à l'épreuve. Pistolet du 19e siècle contre armure en acier et en papier. C'est parti. 3, 2, 1. Aucune armure ne faisait le poids. On a vu que l'acier n'a pas résisté et apparemment le papier non plus. Maintenant que les deux armures ont succombé à cette force de feu, il est temps de mettre un terme à ce mystère antique chinois. L'armure en papier a réussi les mêmes épreuves que celle en acier et a échoué au même test. Ouais. Ce pistolet était trop puissant pour nos armures. Ça fait longtemps que je voulais mettre ce mythe à l'épreuve. Il me paraissait tellement étrange et pourtant, j'ai été impressionnée. En temps de guerre, cette armure en papier est une option possible. Possible, mais il reste un inconvénient indéniable. Comme vous pouvez le voir, le papier n'est pas aussi résistant que l'acier, mais il est quand même efficace. Ce mythe est plausible. Plausible. C'est plausible. C'est dingue.
Pendant tout l'épisode, Jamie et moi avons tenté de savoir s'il était plus sûr de s'allonger sur le dos à la surface de l'eau ou de nager à la verticale lors d'une explosion sous-marine. On a fait des tests à échelle réduite. Super. Déclencher de vraies explosions sur le lac de Carrière. Trop bien. Mais on n'a pas encore vérifié nos données. On doit en obtenir d'autres grâce à une dernière explosion. Puis on pourra les examiner et voir si elles nous permettent d'éclaircir ce mythe. Pour ce test, nos explosifs se trouvent à 10 mètres des capteurs et honnêtement, ça m'inquiète. J'ai peur que nos capteurs ne résistent pas. Sans plus attendre, récupérons les dernières données et voyons si les capteurs sont vraiment en danger. Prêt pour le test à 10 mètres? Je suis prêt, vas-y. 3, 2, 1... C'était splendide. Ça oui. On aurait dû une fleur. Quand 4,5 kg d'explosifs explosent à 4,50 m sous l'eau et à 40 mètres de nous, on a l'impression d'être en plein tremblement de terre. Tout se joue maintenant. David étudie les dernières données. Je suis dingue! De chiffres! C'est la dernière pièce du puzzle qui nous permettra de confirmer ou non ce mythe. Souvenez-vous, on veut savoir s'il vaut mieux s'allonger sur le dos ou nager sur place lorsqu'une explosion sous-marine éclate. Les chiffres et leurs unités de valeur vont enfin nous apporter une réponse. La pression se mesure en kilopascal. Mais ce n'est pas cette unité qui va nous dire comment survivre à cette explosion. Pour cela, on doit prendre le temps en compte. David va nous communiquer ces données et pour cela, il utilisera des kilopascals millisecondes. Il faut cependant garder un chiffre limite en tête. D'après des recherches, une personne exposée à une pression d'au moins 600 kPa a plus de 50% de chances de mourir. Voilà notre limite. En dessous de 600 kPa, on survit, mais au-dessus, on meurt. Les chiffres tout juste sortis de l'imprimante réjouissent notre duo de Mythbusters. Même si Jamie ne le montre jamais. Ça alors! T'as vu ça? Bien joué! Ça ne peut pas être plus clair. Ça, c'est sûr. Je dois admettre que j'ai rarement vu des données d'un tel niveau. On avait 5 capteurs, 3 explosions correspondant à 15 différents points de données. Mais tout dépend en fait des résultats du capteur situé à 15 cm et de celui situé à 60 cm pendant l'explosion à 10 mètres. Cette explosion vous aurait tué si vous nagiez sur place. Mais vous auriez survécu si vous aviez été allongé sur le dos. C'est le mythe qu'on a recensé et on peut enfin le confirmer. C'est super. Ce sont les dernières données. Mais pour vraiment en finir avec ce mythe, Jamie doit pouvoir l'expliquer. Toutes ces données, c'est super, mais ça ne me dit pas pourquoi. J'ai fait quelques recherches et voilà ce que j'ai appris. L'énergie n'aime pas passer d'un matériau à un autre, surtout s'ils sont différents. Plus ils sont différents, plus ça se complique. Dans le cas d'une explosion sous-marine, l'onde de pression se dirige vers la surface et rebondit, car elle n'arrive pas à passer. Cette onde de pression devient alors une onde de tension. Et ainsi, elle peut neutraliser beaucoup d'énergie, en particulier à la surface. C'est pour ça que c'est une zone plus sûre. Bon, quand on dit à des soldats qu'en cas d'explosion sous-marine, ils sont plus en sécurité s'ils s'allongent sur le dos plutôt que s'ils nagent sur place, qu'est-ce qu'on leur répond? Nos résultats l'affirment, ils ont raison, ce mythe est confirmé. Complètement. On y va? Même si j'aurais pu survivre à cette dernière explosion en m'allongeant sur le dos, je l'aurais pas fait. Ouais, on aurait dit un tremblement de terre.